Rebonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Très bien. On va pouvoir recommencer après ce repas fort sympathique de ce midi. Et on m'a chargé de vous présenter un sujet tout à fait adapté à l'heure de la digestion. Voilà. Puisqu'on est assez exigeant chez Arctic, justement, on va attaquer, vérifier que vous êtes tous encore bien là, bien réveillés, en vous parlant de l'intelligence artificielle, un sujet très complet s'il en est, et plus précisément, puisqu'on ne va pas avoir le temps d'aborder le sujet dans sa globalité, on va surtout l'aborder sous l'angle des apports qu'il peut avoir sur l'optimisation des problématiques territoriales et comment chez Arctic on a commencé à intégrer de l'IA et des outils et des techniques de l'IA dans notre produit. Alors, quelques mots très rapidement sur l'intelligence artificielle, puisque, encore une fois, le but va être surtout de se recentrer sur notre sujet, c'est-à-dire la dimension spatiale, la dimension territoriale. Donc c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe, je disais au contour un peu flou encore. Je n'ai pas résisté, en tant que fan d'anticipation et de SF, de science-fiction, à vous mettre une petite photo juste avant de iRobot, le film qui traite du sujet. Je vous rassure, on ne va pas aller aujourd'hui sur des ordinateurs, des robots en quête d'humanité, on ne va pas aller sur des machines qui veulent dominer le monde. On va essayer d'avoir une définition déjà du sujet. Alors si je prends la définition du Larousse, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui visent à cibler l'intelligence humaine. Voilà. Je préfère la définition de Minsky, voilà, qui est des précurseurs de l'IA dans les années 60, avec Turing dans les années 50, et son fameux test, et avec McCarthy également, qui nous disent que ce sont des programmes informatiques, des machines, qui visent à résoudre des tâches qui sont pour l'instant accomplies de manière plus satisfaisante par des êtres humains, tout simplement parce que ça fait appel à des processus mentaux très évolués qui vont être l'apprentissage, la capacité à apprendre et à déduire quelque chose et à s'améliorer sa réflexion par rapport à ce qu'on apprend, l'organisation de la mémoire et surtout la capacité à avoir un raisonnement critique. Donc, derrière ces termes-là, on va retrouver de nombreuses sciences comme la neurobiologie, comme la sémantique, l'analyse sémantique. On va retrouver également les mathématiques, les statistiques et évidemment le développement informatique. Et nous, on va essayer de se concentrer justement sur l'un des outils, une partie que l'on va retrouver dans l'IA. Il y a de très nombreux champs d'application que l'on utilise, que l'on a utilisé dans Carte et Données et dans Arctic Platform pour optimiser le découpage des territoires, c'est simplement le machine learning. Donc le machine learning, c'est comment un ordinateur, un programme informatique peut apprendre à partir de données que l'on va lui injecter. Pour apprendre à partir de ces données, tout simplement on va essayer à partir d'un jeu de données de départ de créer un modèle, et ce modèle on va l'entraîner en lui injectant de nouvelles données et en l'aidant soit de manière manuelle, soit de manière automatisée à apprendre les bons comportements à avoir par rapport aux nouvelles données qu'il ne connaît pas encore qu'on lui injecte. Voilà. Donc, dans le domaine du machine learning, il y a de très nombreux algorithmes qui existent. Nous, on s'est concentré, pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, sur une famille d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes génétiques, et c'est ce que je vais vous présenter, enfin essayer de vous présenter en tout cas de la manière la plus compréhensible possible, au travers un exemple, celui de la sectorisation automatique, qui est l'outil d'Arctic Platform et de Carte et Données dans lequel on a utilisé et injecté ces premiers éléments d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi la sectorisation automatique? Tout simplement parce que c'est un sujet qui revient très souvent chez les clients d'Arctic.
c'est au cœur de très nombreuses problématiques. On pense tout de suite à la sectorisation commerciale, évidemment, mais on va avoir des zones d'exclusivité d'agences. On va avoir aussi, sur la partie après-vente, des territoires d'intervention techniciens. Il va falloir équilibrer la charge de travail entre les techniciens qui vont aller visiter et résoudre les problèmes chez les différents clients. Et surtout parce que c'est un sujet qu'on maîtrisait en termes d'attente et de besoins de nos clients, puisqu'on avait déjà introduit dans Carte et Données depuis bien longtemps une première méthode de sectorisation qu'on appelait la méthode heuristique. Et donc, grâce aux recherches qui ont été menées par l'équipe R&D, et je tiens à les saluer au passage parce qu'ils ne sont pas là, aujourd'hui, mais ils ont fait un boulot formidable sur le sujet. On a pu partir à la découverte des algorithmes génétiques et en tirer une application concrète que nos clients peuvent utiliser désormais dans le logiciel, voilà, via des algorithmes génétiques. Alors, pour savoir où est-ce que je vais vous emmener, je vais vous expliquer un petit peu comment la sectorisation fonctionnait jusqu'ici dans Cartes et Données, qu'est-ce qu'on utilisait comme méthode, cette fameuse méthode dite heuristique. C'est une méthode qu'on a mise en place parce que ça a été à la fois simple, rapide et plutôt efficace. Ça consiste à partir de points existants qui sont localisés, par exemple des magasins, des agences, qui sont symbolisés par les points rouges ici sur la carte, et en partant de ces points, on va progressivement ajouter des communes, des codes postaux ou des iris que l'on va attribuer à chaque point. Et chaque point va s'étendre un peu en escargot, de manière concentrique, en partant de son centre, et va étendre son territoire progressivement jusqu'à rencontrer arriver à une frontière avec les autres territoires, et ça va nous former une sectorisation. Alors, cette extension ne se fait pas n'importe comment, on avait des objectifs qui étaient fixés, on vérifiait à chaque fois que les territoires étaient équilibrés entre eux, puisque c'est une des premières attentes de la sectorisation, j'en ai parlé avec la charge de travail, c'est d'avoir des secteurs équilibrés. Voilà. Donc on essaye de respecter au mieux cet équilibre durant cette stratégie d'extension et on essaye de faire en sorte que les territoires qui sont un petit peu en retard par rapport aux autres, par rapport à l'objectif par exemple, de nombre de clients à visiter, de nombre de prospects, de chiffre d'affaires, de potentiel, on essaye de les favoriser pour qu'ils rattrapent leur retard par rapport aux autres. Donc, c'est une méthode qui est intéressante, qui nous a permis déjà de mener beaucoup de projets de sectorisation, d'études de sectorisation, y compris pour nos clients. Et puis, cette méthode, on s'est aperçu qu'elle avait aussi quelques limites. Et la première limite, on va voir plus tard comment on a pu la lever, c'est le fait qu'elle part de points existants. C'est une méthode qui ne sait pas prendre un territoire vierge, comme ça, et le découper directement. Il lui faut forcément des points de départ, et un point de départ égale un secteur. Voilà, donc si vous voulez 5 secteurs, il fallait 5 agences ou 5 points implantés sur la carte. Voilà. On a une deuxième contrainte qu'on a été obligé de respecter, c'est la notion de compacité. Et je vous en parle parce que ce sont des critères qui vont rentrer plus tard dans le travail que l'on a mené avec les algorithmes génétiques pour améliorer notre sectorisation. La notion de compacité. Donc, quand nos territoires s'étendent comme ça, de manière concentrique autour de leur point de départ, arrive un moment où, comme je vous disais tout à l'heure, ils rencontrent la limite, la frontière du territoire voisin, des territoires voisins. Donc, à partir de là, ceux qui sont en retard vont essayer de se frayer un chemin pour attribuer toutes les zones de la carte, l'intégralité de la carte, et répartir par exemple ici toutes les communes, les codes postaux, dans au moins un secteur. Ça nous mène à des territoires qui vont être ce que l'on appelle compacts, comme le territoire orange ici, et des territoires avec une forme très allongée, comme le territoire en bleu ici. Cette notion de compacité, c'est une question d'homogénéité géographique, c'est-à-dire est-ce que le territoire s'est étendu de manière homogène, équidistant presque, dans toutes les directions autour de son point de départ. On s'est aperçu que c'est quelque chose qu'on avait laissé un petit peu de côté au départ. On
première version de notre sectorisation, tout simplement parce que on s'était dit que ce qui était le plus important, c'était l'équilibre. Et en fait, par échange avec nos utilisateurs, on s'est aperçu que dans bien des cas, ils allaient aussi nous favoriser, nous dire, entre deux modèles de sectorisation, deux hypothèses qu'on allait leur présenter, ils vont dire celle-là est mieux. Et qu'est-ce qui leur permettait de dire celle-là est mieux? Parce que les territoires avaient une forme plus ronde. Vous pouvez leur dire, oui, mais regardez, on a un déséquilibre qui est plus important que quand on a comme ça une version, on a certes certains territoires qui sont un peu allongés, qui ont des formes un peu biscornues, mais qui sont plus équilibrés. Vous dites, oui, mais je préfère quand on a une homogénéité, une compacité territoriale. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait, et qu'on a réutilisé plus tard dans les algorithmes génétiques, c'est d'arriver à mesurer cette notion de compacité. Et on a réussi à la scorer, tout simplement, sur un territoire, et à l'intégrer comme critère dans notre sectorisation, pour que non seulement on puisse favoriser l'équilibre entre les territoires, mais aussi qu'on oblige les territoires qui vont se dessiner à conserver une certaine compacité. Alors voilà, un exemple de sectorisation qui respecte mieux la compacité. Vous voyez que tous nos territoires, alors, dans la mesure évidemment du possible, ont une forme un petit peu plus ronde autour de leur point de départ. Donc, si on voulait parler de scoring de compacité, cette version-là de la sectorisation a un score de compacité plus élevé que la précédente. Voilà. Alors, au regard de la prise en compte de la compacité, cette méthode heuristique, ça lui donnait quand même quelques atouts de départ. Déjà, c'est une méthode qui est très rapide. En 1 minute, 2 minutes peut-être, quand vous avez des très gros territoires, genre France-Iris, vous obtenez un résultat. Et on a ajouté justement cette notion de compacité dans le processus d'attribution des territoires aux différents points de départ, et une notion de rééquilibrage pour après que les différents secteurs soient capables de s'échanger des communes quand il reste des déséquilibres. Donc on obtenait avec cette méthode un premier résultat intéressant, mais on n'arrivait toujours pas à résoudre un point de blocage très important qui est comment on fait quand on a par exemple seulement 3 points de départ connus sur la carte, j'ai 3 agences sur mon territoire, et je veux 5 zones. Je veux découper ce territoire en 5 zones, c'est-à-dire dans le but d'implanter de futures agences. Voilà. Et je ne sais pas encore où elles se trouvent. Je veux que le logiciel me suggère un zonage optimum, équilibré, et également respectant des contraintes de compacité. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à intégrer les fameux algorithmes génétiques issus du machine learning et de l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme génétique? C'est tout simplement un algorithme qui est inspiré de Darwin et de sa théorie de l'évolution. Donc, pour essayer de le décrire très rapidement, on va utiliser cette théorie de l'évolution pour résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire comment je crée N secteurs qui sont équilibrés en termes de potentiel, en termes de plein de valeurs, et qui sont également cohérents géographiquement, mais sans forcément connaître leur point de départ. Donc qu'est-ce que nous dit Darwin? Ce que nous dit Darwin, c'est que au sein d'une espèce, alors là j'ai pris des ours, mais ça peut être des insectes, hein, on va l'observer avec le mimétisme chez les insectes, on va avoir des mutations génétiques aléatoires. On en parle pas mal de mutations génétiques en ce moment avec le virus, hein, mutations aléatoires. Là, ça peut être le cas, comme par exemple une couleur de pelage différente, ou chez les insectes, une couleur de carapace différente. Il se trouve que des fois, ces mutations génétiques n'aident pas forcément l'individu qui en est victime quelque part, mais quelquefois, elles vont lui donner ce qu'on appelle un gain de compétitivité. Par exemple, si je prends mon ours polaire blanc sur la banquise par rapport à ses congénères au pelage plus foncé, eh bien, il va être moins visible. Il va se fondre mieux dans son environnement. Je parlais de mimétisme chez les insectes, c'est la même chose. S'il se fond mieux dans son environnement, il est moins repéré par les prédateurs, et il va mieux chasser, surtout.
il va être plus discret, et donc qui dit mieux chasser dit mieux se nourrir, qui dit mieux se nourrir dit être plus apte à la survie de manière générale, mieux se reproduire, et par rapport à l'ensemble de son espèce, ce gain de compétitivité va faire en sorte bien, que cette mutation génétique, il va plus facilement la transmettre, et elle va se répandre au sein de son espèce, dans son environnement. Voilà, ils vont propager en quelque sorte ces atouts sur les générations suivantes. Jusqu'à ce que ces fameux atouts, d'un état d'exception, d'un état aléatoire, d'un caractère aléatoire au début, ils deviennent finalement une généralité au bout de n générations. Donc tout ça c'est bien beau, mais en termes de sectorisation, qu'est-ce que ça donne et comment ça fonctionne, comment on peut l'appliquer sous forme d'algorithme à des problématiques de sectorisation? Eh bien, les algorithmes génétiques vont partir du postulat que on va définir un objectif à atteindre. Donc on a un score qui est calculé à partir de n critères qui vont être la compacité géographique, l'équilibre sur 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, par exemple le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre de prospects, la population des communes ou des iris, par exemple le nombre de concurrents qui peut rentrer en compte également. Et on va fixer une sorte de score maximum à atteindre, un score dont on doit se rapprocher. Et à partir de ce score, une fois qu'on a déterminé ce score, eh bien on va générer une première génération de sectorisation aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, sur un territoire donné, on va imaginer 100 façons au hasard de le découper, mais complètement aléatoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre population de départ. Parmi cette population de départ, on va mesurer chaque version de la sectorisation, chaque individu, et on va déterminer ceux qui sont les meilleurs, les N% d'élite, par rapport au score à atteindre. Ces N% d'élite, on va les isoler, et quelque part, un peu comme dans le cas de nos espèces et d'évolution, on va les faire se reproduire entre eux. C'est-à-dire qu'on va, on va régénérer une nouvelle population aléatoire à partir de leurs caractéristiques en introduisant un petit pourcentage de mutations issues de leurs caractéristiques. Ce qui va nous donner une nouvelle génération qui va, en termes de proximité par rapport au score à atteindre, être globalement meilleure que la précédente. Donc on applique tout simplement le principe. Nos individus de départ, on détermine les plus compétitifs au sein de cette population. On en tire une nouvelle génération issue qui hérite des caractéristiques de la précédente. Et ça, on va le faire n fois. C'est-à-dire on va faire des itérations. On va reproduire ce processus sur peut-être 100, 200 générations, jusqu'à à la fin obtenir une énième génération au sein de laquelle on va choisir l'individu qui est le plus proche de notre score. Donc quels sont les atouts de cette méthode? Déjà, c'est une méthode qui est beaucoup plus taillée pour la complexité, puisque du fait qu'on part d'une population de départ aléatoire, on fait des essais successifs et on apprend de chaque génération précédente. C'est ça le côté système apprenant. On va, quelque part, pouvoir résoudre des cas beaucoup plus complexes que lorsqu'on part de point de départ, on est déjà limité, finalement, par l'endroit d'où le secteur part. Ici, on n'a pas cette limite. C'est une méthode qui va être très paramétrable. C'est-à-dire que plus on va lui donner une population de départ qui va être vaste, importante, plus on va lui laisser de temps, en général, meilleurs seront les résultats, et plus l'individu choisi à la fin, la version de la sectorisation choisie à la fin, sera proche de l'optimum. Donc on a pas mal de paramètres que je vous présenterai après sur lesquels on peut jouer. Et l'autre intérêt, c'est que comme on part de territoires aléatoires, de premier découpage aléatoire, on peut partir cette fois-ci sans avoir de point de départ imposé.
Alors on peut aussi lui imposer des points de départ, c'est-à-dire que les secteurs qui vont être constitués intègrent un critère, j'allais dire, d'être globalement centré, ou en tout cas construit autour de points de départ, mais ça n'est plus une obligation. Et ça nous a permis de lever ce cas de figure. Donc ça, c'est le résultat, ce qu'on va voir maintenant en action, hein, c'est le résultat de plusieurs mois de R&D chez nous. Il a fallu qu'on découvre un petit peu le sujet et qu'on arrive derrière à bâtir ce fameux score, à s'approprier ces fameux algorithmes génétiques et à les adapter à notre problématique, notamment qui va être de découper un territoire. Alors, je vais basculer tout de suite, si j'arrive, tac, sur un petit exemple en termes d'organigramme. Voilà, pour vous montrer ce que ça peut donner, la différence. Voilà, donc là j'ai pris un petit exemple sur les États-Unis. Je vais prendre un bout de mon organigramme ici qui me sert à la sectorisation. Voilà, donc on a un territoire autour de, ici c'est Los Angeles, puisque c'est un exemple qu'on a fait en prévision d'extension vers le marché américain, sur lequel on travaille actuellement. Voilà, on a ici un territoire qui est découpé entre 4 commerciaux par la méthode, ici la méthode traditionnelle, la méthode qu'on avait jusqu'à maintenant, qui est la méthode heuristique, celle donc de l'extension en arc de cercle autour du point de départ de nos commerciaux. Donc on a 2 critères à équilibrer, ce sont les revenus, les ventes, les montants de vente et les objectifs. Voilà. Donc cette méthode, on peut la basculer sur la méthode génétique. Voilà, sur la méthode génétique. Et dans notre méthode génétique, on va pouvoir jouer avec pas mal de paramètres, notamment ce qu'on a appelé la population de départ. Ici, j'ai une population de départ de 100, c'est-à-dire je lui fais générer 100 versions de cette sectorisation du territoire en 4 zones. On va pouvoir lui fixer un nombre d'itérations. C'est-à-dire je vais lui dire, tu as droit à 500 générations. Pour arriver à ton résultat, au bout de 500 générations, tu t'arrêtes. Et dans la dernière génération, tu me trouves la meilleure version. Enfin, en tout cas, celle qui a le meilleur score. Voilà. On va pouvoir jouer sur le taux de mutation, c'est-à-dire les petites différences qu'on introduit à chaque génération, et le taux d'élitisme, c'est-à-dire le pourcentage des 100 des meilleurs sur les 100. Donc là, on prend 10 parmi les 100 individus de chaque génération que l'on garde pour former la génération suivante. Voilà. Et on a ajouté ici un petit curseur qui permet de jouer avec justement la composition du score qu'on cherche à atteindre. On va pouvoir lui dire de favoriser l'équilibrage sur les données ou au contraire de favoriser la compacité des territoires, c'est-à-dire augmenter le poids que la compacité représente dans le calcul de notre score d'équilibrage par rapport aux données que l'on introduit. Voilà. Donc là, on va faire un petit essai. Par exemple, je vais déjà voyez que ici, que ce soit sur les revenus ou sur les objectifs, on a un secteur qui est largement en avance par rapport aux autres avec la méthode heuristique. Là, je vais toujours rester sur 4 secteurs en méthode génétique. Je vais le lancer. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai pas mis beaucoup d'itérations. Voilà. Et on voit qu'il va nous proposer tout de suite une première version, un peu différente, mais dans laquelle on est bien meilleur ici en termes d'équilibre entre nos 4 secteurs, sur les 2 critères qu'on lui a introduits. Voilà. On peut lui demander également de forcer la compacité des territoires, et on va voir s'il arrive à nous trouver une meilleure solution. Alors, il nous a gardé la même solution pour une simple et unique raison, c'est qu'on a parlé de système apprenant, on a introduit une petite variante nous, dans cet algorithme génétique. Ça, c'est une idée que mon équipe a suggérée. C'est à chaque génération, à chaque fois qu'on réexécute ici le module, on est censé repartir
d'une population de départ complètement aléatoire. Ben nous, en fait, on garde le meilleur résultat de la fois précédente et on le réintroduit dans les solutions de départ. On lui dit déjà, hey, la dernière fois que tu as travaillé sur ce territoire-là, ben, voilà le meilleur individu que tu avais trouvé, certain, dès le départ, donc il va, au lieu d'en générer 5, il va générer 99 versions aléatoires et une qui est retenue, apprise de la fois précédente. De façon à ce qu'on améliore, comme ça, le travail de fabrication des N générations qui vont être reproduites. Voilà. Alors l'intérêt de ce système-là, c'est que je peux aussi augmenter le nombre de territoires. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « fais-moi 4 territoires hein, », je peux lui dire « fais-moi 5 territoires », ici. Donc il va en faire 4 autour de mes points de départ, et un 5e, voilà, qui, on le voit ici, ne va pas avoir de point de départ forcément. Alors là, on a cette proposition-là, je peux même augmenter directement, voilà, tester différentes versions. Simplement qu'il retravaille. On voit qu'il essaye toujours de garder un équilibre dans la mesure de ce qu'il peut faire. Maintenant, si je veux améliorer ce résultat qui est encore un petit peu déséquilibré ici, ben, je peux augmenter le nombre de générations, je peux augmenter la population de départ en lui laissant plus de solutions à étudier dès le début, directement. Voilà en quelques mots le principe des algorithmes génétiques qui sont issus de l'intelligence artificielle et du machine learning que l'on a commencé à utiliser dans cartes et données, et cette première exploitation directement dans le module de sectorisation. Alors, petite parenthèse, puisqu'on a parlé de Wizard ce matin, voilà, pour faire le lien un petit peu avec tout ce qui a été dit, on peut très bien utiliser la sectorisation génétique et l'interface de la sectorisation génétique pour l'introduire dans un wizard. Là, je vais passer un petit peu, j'ai un wizard de démo que je vais passer un petit peu rapidement pour voir s'il fonctionne. Voilà, en prenant toujours le même exemple. Je vais aller voir. Alors, je vais manquer un petit point au départ. Tac. Si je lui donne pas la liste des clients, donc là je sélectionne en fait mon territoire et puis je vais importer tout simplement une liste de contacts de clients et de prospects pour qu'il la place directement sur la carte. Voilà, et qu'il puisse en tenir compte hein, dans le calcul des territoires. Voilà, on le voit ici, j'ai récupéré mes territoires. Hop. On va avancer directement jusqu'à la partie secto. Donc, par exemple, je peux dire qu'est-ce qui se passe si je retire, si j'ai un commercial qui s'en va, pour avoir un recalcul automatique. Et puis, justement, on va pouvoir extraire certains paramètres que l'on a dans l'interface de notre module avec la méthode génétique ici. Voilà, et toujours notre petit curseur de compacité versus équilibrage sur les données pour vraiment simplifier l'utilisation par un utilisateur final qui va pouvoir refaire sa simulation de sectorisation lui-même à partir de ces méthodes évoluées que l'on utilise dans cartes et données, dans le logiciel. Alors, donc les atouts, on a dit cette méthode, voilà, c'est le fait de pouvoir travailler principalement sans point de départ et aussi le fait que plus on va lui laisser de temps, plus on va lui laisser de possibilités de départ, meilleur sera le résultat. Voilà. Et donc après, vers où ça nous emmène cette première découverte et cette première exploitation autour des algorithmes génétiques? Bah, par exemple, ça ouvre d'énormes possibilités, ça c'est un sujet dont on a commencé à discuter avec Nicolas Cortero, sur les possibilités d'optimisation d'implantation et de simulation d'implantation. On a vu les modèles gravitaires ce matin avec nos partenaires de business et décision. On a vu qu'il y avait pas mal de façons de déterminer à quel point un territoire a un bon score finalement,
une zone d'attractivité peut avoir un bon score, eh bien, on pourrait très bien utiliser les algorithmes génétiques pour simuler, comme ça, un très grand nombre de possibilités d'implantation. Par exemple, quelle est la meilleure façon d'implanter 6 nouvelles agences sur le territoire existant, en tenant compte des agences existantes et en tenant compte du fait qu'il y a eh bien, qu'on veut être éloigné des concurrents, ou au contraire plus proche selon la stratégie et le revenu. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va travailler avec Nicolas, puisque on a commencé à travailler la littérature, à travailler un petit peu sur les modèles gravitaires. Maintenant, il reste à implémenter tout cela dans le logiciel. Donc ça, c'est ce qui est envisagé à court terme. À moyen terme, ça nous ouvre aussi des possibilités pour faciliter la vie des utilisateurs. C'est-à-dire que les modèles apprenants, le machine learning permet de détecter, par exemple, lorsque l'on met une donnée et lorsque l'on met un fond de carte, lorsque l'on met, par exemple, 2 fonds de carte, par exemple les cantons et les communes, ou 2 choses qui n'ont absolument rien à voir, quel est leur niveau de correspondance. Actuellement, tous les gens qui travaillent de la data, tous les gens qui travaillent avec des fonds de carte et des coupages territoriaux, savent que pour l'instant, c'est plutôt à eux de faire manuellement l'association. Pourquoi on n'apprendrait pas de ces associations pour arriver à les faire automatiquement et de manière intelligente, par rapport à des règles de correspondance qu'il peut y avoir entre les territoires déjà, et puis l'association aussi entre les données et les territoires. Trouver tout de suite la correspondance plutôt que d'avoir à faire des liens manuellement. Ou en tout cas, sans forcément enlever la main à l'utilisateur, qu'on lui suggère qu'une correspondance est possible et intéressante. Voilà. Et tout ça, ça peut nous emmener à beaucoup plus long terme sur de la conception guidée. Je sais que c'est un sujet qui est cher à Laurent-Antoine, de dire, je travaille sur un sujet, sur une donnée, guide-moi, suggère-moi d'autres données intéressantes, suggère-moi une carte intéressante en rapport avec ce que je suis en train de regarder. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la conception guidée, c'est-à-dire sans forcément remplacer l'utilisateur, c'est comment on va l'aider, comment on va lui suggérer des choses auxquelles il n'avait pas forcément pensé, en s'inspirant de ce qui peut être fait aussi par les autres utilisateurs, ce qui est fait le plus souvent, ou par rapport à des règles d'association qu'on essaye d'apprendre à la machine. Voilà, je vous remercie de votre attention.